Nous allons donc parler de l'itinéraire d'un patient gâté. Je crois que nous avons tous envie d'être un petit peu chouchoutés, d'être réellement au centre de ce système de santé, comme nous venons de l'évoquer donc avec Alain Toledano. Nous avons tous envie, en tant que patients, ça ressort de toutes les études, de vivre chez nous et de bénéficier des meilleurs soins. Alors pour cela, il existe bien sûr la téléconsultation, le télésuivi, l'hôpital de jour, l'hospitalisation à domicile. Et donc nous allons débattre de tous ces sujets, de tout ce qu'ils ont apporté et également comment on peut peut-être encore aller plus loin. Et je vous propose donc tout de suite d'accueillir Diane Deperroy, que nous applaudissons. Bonjour madame. Marianne Fourier. Bonjour madame Fourier. Le docteur William Fraissinet. On est ravis de vous accueillir. Et donc pour animer nos échanges, Anne Jean-Blanc, donc le journaliste santé du Point et responsable éditorial des événements. Bonjour Anne, donc nous allons effectivement parler de cet itinéraire d'un patient gâté et utopie ou réalité. On espère que ce n'est pas une utopie, vous comme moi. Donc en pratique, pour cette table ronde, vous allez voir, on a trois profils qui sont très différents et pourtant très très complémentaires. Donc j'ai le plaisir, Hélène a déjà présenté, mais rapidement. Donc il y a Diane Deperroy qui est directrice générale d'AXA Santé et collectif chez AXA France. Il y a Marie-Anne Fourier, elle tient beaucoup au trait d'union entre Marie et Anne, qui est directrice de la stratégie médicale et de l'innovation du groupe Corian et déléguée générale de la Fondation Corian en France, et notre médecin, parce que quand même on ne peut pas parler de patient sans parler de médecin. Et donc merci beaucoup William Fraissinet, qui est responsable de SOS Médecins à Montpellier. Alors pour retracer un peu le parcours idéal du patient chouchouté, choyé, dorloté, comme vous voulez, il faut que ça commence chez lui. Il faut qu'il puisse avoir chez lui un médecin virtuel ou réel, ou en tout cas un premier conseil pour savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, peut-être une consultation à éviter ou au contraire une consultation à accélérer. Et puis après aussi, il y a tout ce qui permet le retour à domicile. Donc on a beaucoup développé en France, on est encore un peu en retard, mais on développe les soins ambulatoires et l'hospitalisation de jour. Et puis on terminera par l'effet Covid, parce que le confinement et la Covid ont changé quand même pas mal de choses dans notre façon aussi de consommer de la médecine, même si nous sommes des patients et pas forcément des consommateurs, docteur, je le sais bien. Alors on va commencer avec vous, Diane. Quand ce sont les soignants virtuels ou réels qui viennent au domicile des patients, donc ça commence par une plateforme? Alors ça commence par une plateforme, en effet, qui va quelque part réguler quand elle reçoit les appels des patients. Des patients potentiels, voilà. Oui. Et donc, il y a évidemment les urgences. Et puis, il y a ces patients qui, il y a 10 ans, n'avaient pas la capacité d'avoir comme ça une plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à laquelle ils peuvent confier leur sujet à des médecins, mais aussi à des paramédicaux, ou plein de sujets sur la santé. Donc la plateforme en pratique, ils se connectent, ils posent leurs questions, et 24 heures sur 24, ils ont une réponse. Ils ont quelqu'un au téléphone aussi, ils peuvent avoir un médecin ou des paramédicaux. Alors c'est quelqu'un qui les appelle quand c'est nécessaire. Au départ, c'est un chatbot, c'est quand même des questions-réponses un peu standardisées, et puis ça s'affine. Oui, alors on peut même aller plus rapidement vers le médecin, tout dépend aussi de la façon... On est rappelé par quelqu'un qui fixe les modalités pour qu'on soit bien avec les bonnes modalités techniques et avoir le médecin ou une autre profession paramédicale au bout du fil. Ou, encore une fois, j'insiste, les gens ont beaucoup besoin de se rassurer et ont plein de questions sur la santé. Donc, il y a aussi des questions, j'allais dire, de l'ordre médico-social. Oui. Et donc après, ça c'est le premier pas, la plateforme. La deuxième plateforme, c'est la téléconsultation. Exactement, donc c'est le médecin en direct que l'on voit, avec qui on entre en dialogue et qui, quelque part, va rassurer. Souvent, l'expérience qu'on partage avec les médecins, évidemment dans le respect de le secret médical, c'est finalement, docteur, j'ai regardé sur Internet, je crois que j'ai quelque chose de grave. Et en fait, ce dialogue
avec le médecin, il permet de remettre les sujets en place. Je ne sais pas si, Oui. docteur, vous avez aussi ces comportements-là. William Fraissinet, justement, le docteur, j'ai vu sur Internet, alors j'ai mon diagnostic et je connais même mon traitement, ça c'est vraiment formidable. Je sais que vous ne pratiquez pas la téléconsultation, vous êtes urgentiste, mais expliquez-nous un peu ce mode de fonctionnement et comment on pourrait peut-être le réguler un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, la téléconsultation va servir... Parlez près du micro. Oui. Pardon. La téléconsultation va servir de plus en plus parce qu'il y a un manque d'accès aux médecins traitants, aux différents médecins. Et c'est une possibilité, c'est une réponse qu'on peut apporter aux patients. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on a des questions, on se pose des questions sur son état de santé, il faut aussi faire le 15 en priorité. Ça, c'est très très important de le savoir. Si vous avez des doutes sur une pathologie que vous avez toujours la possibilité de faire le 15 et vous serez orienté sur des médecins traitants ou sur une téléconsultation. Mais normalement, le système plateforme et téléconsultation devrait permettre d'éviter d'appeler le 15 quand ce n'est pas nécessaire. Effectivement, il faut l'appeler quand on a un vrai doute, mais est-ce qu'il n'y a pas un surusage du 15 qui pourrait justement être limité par une plateforme Alors, en fait, tous nos assurés santé ont l'accès à cette téléconsultation. Mais le premier acte, lorsque les gens arrivent, on va faire un acte de régulation, si j'emploie ce terme-là, j'espère que je l'emploie à bon escient, qui va permettre de dire à droite urgence, à gauche on continue. Voilà, enfin, je pense que c'est ce que vous dites. Alors je me permets d'intervenir sur cette idée que la téléconsultation serait un petit peu le remède de beaucoup de choses. Pour tempérer un peu vos enthousiasmes, je pense que la téléconsultation doit être encadrée, doit être pensée dans le respect, alors c'est ce que vous disiez docteur, dans le respect du parcours coordonné de soins, c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire d'abord je m'adresse à mon médecin traitant. S'il n'y a pas de médecin traitant ou si je n'arrive pas à avoir un rendez-vous dans des délais suffisamment raisonnables, là je peux recourir effectivement à la télémédecine. En tout cas, c'est notre philosophie chez Corian. On souhaite développer avec la société Omedis ce type de téléconsultation. D'une part, une téléconsultation, une télémédecine assistée. Le patient, selon nous, doit, dans le meilleur des cas, être en présence d'un téléassistant qui peut être soit une infirmière, soit un pharmacien, et ne pas être seul face à l'écran. Ça, c'est quelque chose qui nous est très cher. Quand vous dites téléassisté, c'est un professionnel à côté de lui ? Absolument. Donc, ça veut dire que le patient n'est pas chez lui. Ça veut dire que... Donc, c'est pas vraiment un médecin qui vient chez moi, là. Non. On est déjà dans voilà. Donc, c'est dans la démarche suivante, on y reviendra. Dans ce qui est le médecin qui vient chez moi, donc téléconsultation, vous avez parlé de médecin traitant. Sur votre site, quand on vous appelle, d'ailleurs, SOS médecin, c'est appeler en urgence votre médecin traitant. Le problème, c'est qu'on n'a plus de médecin traitant. Oui, c'est les difficultés que les patients rencontrent actuellement, c'est l'accès aux médecins, que ce soit un médecin traitant, de premier recours ou de second recours, un médecin spécialiste. Donc il faut trouver absolument une solution aux patients, donc leur proposer une solution, une réponse rapide, justement pour éviter que les gens se déplacent anormalement aux urgences pour des motifs qui ne nécessitent pas. Donc il faut une régulation. Donc tout doit être régulé. Donc normalement l'État met en place le service d'accès aux soins en semaine, lorsque normalement on doit avoir un contact avec son médecin traitant et qu'on ne peut pas avoir de contact avec lui, il y aura un numéro spécifique du service d'accès aux soins qui permettra d'avoir une plateforme qui régulera et qui permettra soit d'orienter sur une visite si c'est nécessaire, soit vers le 15 si c'est très urgent, ou vers une consultation d'un médecin. Et l'étape intermédiaire, c'est la cabine de télémédecine avec un professionnel de santé à côté, qui n'est donc pas forcément un médecin, par définition, parce qu'autrement, il ne téléconsulterait pas. On avance bien dans ce domaine. Dites-moi l'une et l'autre ce que vous en pensez. Alors, il y a des expériences qui existent, mais je crois qu'on ne parle pas de la même chose. En fait, je pense que la téléconsultation, moi, dont je parle, bien sûr, elle n'a pas vocation à se substituer aux médecins traitants, ni bien évidemment aux urgences. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'autre qui est offert aux assurés qui en bénéficient. Et je vois par exemple, avec le Covid, on a fait x2.
Donc on voit bien qu'il y a ce besoin d'avoir ce contact avec le médecin. Et vous avez raison, c'est bien une infirmière ou un infirmier qui est en ligne en premier et qui va faire la première approche et après préparer le rendez-vous pour le médecin. Et on est des pièces de puzzle, je crois, qu'on essaye d'assembler tous ensemble. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on fait un patient chouchouté, enfin, qui en tout cas, on peut répondre à ses besoins. Marianne ? Donc, pour terminer sur cette histoire de télémédecine assistée et augmentée, effectivement, il y a plusieurs types de télémédecine. Il y a la télémédecine que moi j'appelle le salon, c'est-à-dire je suis chez moi, sur mon canapé, je prends mon téléphone et je consulte. Cette télémédecine-là présente un certain nombre de limites, mais effectivement peut être utile. Elle peut se conjuguer avec une autre forme de télémédecine qui se passe soit dans un cabinet d'infirmière libérale, soit dans une maison de retraite, soit dans une salle communale, soit dans une pharmacie. Et cette téléconsultation-là sera de meilleure qualité parce que accompagnée par un professionnel de santé qui est infirmier ou pharmacien et augmentée grâce à des objets connectés qu'on peut donc brancher sur l'écran de téléconsultation qui sont par exemple tout simplement un stéthoscope et un otoscope. Donc le professionnel de santé prépare la téléconsultation et arrive avec les paramètres pour aborder donc la téléconsultation avec le médecin. Oui, voilà. Le problème qui est posé, c'est de donner une orientation au patient qui appelle, qui est inquiet. Donc la téléconsultation est un outil qui est utile pour ça, qui peut être utile aussi pour ça, mais pas pour tous les motifs, c'est vrai. Et donc l'avenir pour les zones où il manque de médecins, où on n'a pas accès aux médecins, c'est la téléconsultation qui est associée à l'infirmière IPA de pratique avancée. IPA, oui, c'est ça. Voilà, qui a une formation spécifique et qui permet de prendre en charge et de recueillir des constantes qui vont aider à l'orientation du patient et prendre le choix d'une hospitalisation ou pas du patient. Marianne ? J'aurais voulu rajouter que à domicile, donc il y a la visite du médecin, SOS médecin éventuellement, il y a la téléconsultation, mais il y a toutes sortes d'autres types de prise en charge qui sont moins connus, comme par exemple l'hospitalisation à domicile, oui, les équipes mobiles. Oui. On en parlera juste dans la partie suivante. On termine juste, oui, on va en parler. Parce que là, c'est comme l'hôpital qui vient à la maison, c'est plus exactement le patient qui appelle en premier recours. Je rajouterais peut-être juste quelque chose. En fait, quand on analyse les appels et la nature des appels, il ne faut pas sous-estimer la question qui n'a pas besoin d'un regard médical, ou en tout cas d'un échange médical. Et ça, il y en a beaucoup. Elles sont très très présentes à tous les âges de la vie et aussi pour les proches. Puisque je peux appeler la téléconsultation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je peux poser une question pour mes proches aussi. Et en fait, les gens sont un peu perdus dans le monde de la santé, dans le monde des maisons de retraite. Ils ont plein de questions, comment je m'y repère. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le besoin de ce que j'appelle le médico-social, en fait, qui permet d'accompagner avec des assistantes sociales ou autres professions. Et moi, je voudrais faire une petite parenthèse parce qu'un patient chouchouté, c'est aussi un patient qui chouchoute son médecin. Il se passe des choses très graves actuellement avec des gens comme SOS Médecins. Est-ce que vous avez noté, parce que finalement on vous appelle, vous allez chez les gens, est-ce que vous êtes de plus en plus mal accueillis? C'est juste une minute, mais parce que je trouve qu'il y a un message à faire passer. Vous venez chez les gens et c'est pas pour vous faire taper dessus, quoi. C'est ça. C'est vrai que depuis un certain temps, différentes associations d'SOS Médecins en France, il y a 63 associations, qui sont touchés par des actes de violence, les médecins sont touchés par des actes de violence, et c'est vrai que ça va freiner et ça va diminuer la prise en charge des patients à domicile. Bien sûr. Et c'est un problème très très important qui va peut-être limiter les déplacements des médecins, donc il faudra trouver une solution avec les pouvoirs publics, et on espère qu'on aura des solutions pour ça. Voilà. On va partir donc sur la partie que vous aviez abordée, Marianne, c'est sur les traitements ambulatoires. D'abord l'hospitalisation de jour, et puis on parlera après du traitement ambulatoire. Donc ça, c'est quand le patient doit bénéficier de soins toute la journée et qui peut rentrer chez lui le soir, et là, il faut accompagner cette stratégie thérapeutique. Voilà, donc le patient chouchouté, c'est celui à qui on va proposer une prise en charge qui correspond à ses attentes, et on sait que la plupart des gens n'ont pas envie d'aller à l'hôpital ou en clinique trop régulièrement. Alors c'est quel type de patient, pour être
pour dormir sur place, pour être... Oui. Donc ça représenterait une fracture dans leur vie, Oui. une séparation de la famille, de leur monde professionnel. Donc l'hôpital de jour, c'est une formule qui vous permet de recevoir des soins de qualité, avec un plateau technique, des équipes pluridisciplinaires tout à fait spécifiques, tout en restant chez vous. Enfin, vous vous déplacez, mais vous rentrez chez vous pour dormir. C'est pour quel type de pathologie? C'est quoi? C'est des maladies chroniques? Les patients qui en bénéficient plus, c'est quoi? Alors, en fait, l'hospitalisation de jour s'est beaucoup développée, alors d'abord aux États-Unis, puis en France depuis les années 80, en chirurgie. C'est là que l'hospitalisation de jour est la plus importante. Je crois que c'est 35% de la chirurgie qui est faite aujourd'hui en hôpital de jour. Et puis, ça s'est développé également pour les chimiothérapies en oncologie. On vient faire sa séance, puis on rentre chez soi, ce qui est quand même plus confortable. Et également, ce qui est beaucoup moins connu, on a développé l'hospitalisation de jour en rééducation. C'est-à-dire pour faire des... kiné qui vient? C'est le kiné qui vient? Alors là, non, on se déplace. Ah oui, on se déplace. Le patient se déplace et va avoir tout un programme totalement personnalisés d'ateliers de rééducation qui peuvent être de la kinésithérapie, de la psychomotricité, de l'ergothérapie, de la sophrologie, enfin tout un tas d'ateliers. C'est valable en SSR, en soins de suite et réadaptation, c'est valable également en psychiatrie. En psychiatrie, la formule de l'hôpital de jour est géniale, notamment pour des patients jeunes, parce que malheureusement, en psychiatrie, on a beaucoup de patients jeunes, jeunes entre, je dirais, 17 et 55 ans. Donc, ces patients-là ont une vie sociale, ont une vie professionnelle, et l'hôpital de jour aide à ce qu'il n'y ait pas de désinsertion professionnelle ni sociale. Vincent ? Williams, pardon. L'hôpital de jour, c'est bien parce que donc, le patient garde un lien avec son milieu familial. Donc c'est le plus important. On sait que pour l'équilibre des personnes, le fait de garder un lien avec son domicile, avec sa famille, ça participe au traitement autant qu'un médicament. Donc c'est vrai que c'est génial pour l'hospitalisation de jour et l'hospitalisation à domicile aussi. C'est quelque chose qui permet de faire des économies à l'État aussi. C'est très très important parce qu'une hospitalisation, ça coûte très cher, ça demande beaucoup de personnel. Donc ça permet de faire des économies et aussi une meilleure prise en charge du patient et il se sent mieux dans sa peau tout simplement. Donc, et ça se développe à Montpellier? Il y en a beaucoup? Oui, les hospitalisations de jour, dans tous les services hospitaliers, ils ont ce type de prise en charge. L'hospitalisation à domicile aussi, c'est des choses qui se développent de façon très importante dans toute la France. Et donc c'est quelque chose qu'il faut garder. Ce dont on s'est aperçu, en fait, si je prends l'exemple de la personne qui rentre après une opération, c'est que finalement, il y a un sujet de soins de suite, mais il y a aussi toute l'assistance autour de la vie quotidienne, parce que les gens se retrouvent chez eux, comment on fait? Et donc, ce que nous avons développé, c'est comment coordonner tous ces soins et tout cet accompagnement. Et je crois qu'il y a vraiment là aussi des pièces de puzzle et il faut les assembler pour qu'on puisse coordonner et s'assembler les uns les autres. Je pense que là, il y a une dimension de soutien très importante. Il ne faut pas oublier la livraison de médicaments, l'aide ménagère, la personne qui va faire les courses, la toilette, etc. Je crois que ce sont des métiers qui existent et en fait, il y a un gros travail de coordination qui est fait. Oui. Oui, c'est les difficultés justement de la prise en charge à domicile, c'est de coordonner l'ensemble des praticiens et des professionnels de santé qui vont agir autour du patient, de la santé du patient. Et cette coordination, il y a beaucoup de choses encore à faire pour que ce soit effectif et que le patient soit pris en charge, et c'est quelque chose qu'il faut améliorer de façon très importante. Et c'est quelque chose qui se passe aussi de façon ponctuelle lors de soins et de traitements, ça fait du train, en ambulatoire. Là, c'est un one-shot, c'est une fois le patient a été opéré ou traité, et on se rend compte que c'est de plus en plus utilisé parce que ça coûte moins cher aux hôpitaux. Et c'est pareil, il faut organiser vraiment le retour. Alors, je pense que la notion de coordination est essentielle, effectivement, si on veut chouchouter le patient. Coordonner les acteurs qui vont intervenir chez le patient ou pour le patient
à un moment donné. Acteurs qui sont de plus en plus nombreux, comme vous le disiez très bien, Diane. Donc, je crois beaucoup au développement de métiers nouveaux, que sont les métiers de coordonnateur de parcours ou d'assistant de parcours. Il y a tout un tas de termes qu'on utilise les uns les autres, qui sont soit des IPA, donc ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, soit d'autres professionnels de santé qui peuvent être vraiment formés à ces métiers-là, qui permettent de décharger les médecins d'un certain nombre de tâches pour lesquelles ils n'ont pas de valeur ajoutée, les médecins, donc d'économiser, si je puis dire, le temps de médecin qui est tellement en manque aujourd'hui, et d'assurer aux patients de ne pas être seuls face à cette espèce de défilé d'intervenants à domicile. Mais comment faites-vous pour en trouver? Parce que vu le nombre d'infirmières qu'on cherche partout et d'assistants, ça doit être extrêmement compliqué. Après, je vous redonne la parole, docteur. Alors, trouver des IPA, des infirmières, effectivement, c'est relativement difficile parce qu'elles ont commencé à être formées il y a quelques années, 2 ans, je crois, et donc il y en a peu. Mais on peut très bien former d'autres professionnels que des infirmiers à ce type de métier. Par ailleurs, il y a aussi la digitalisation qui est un outil essentiel aujourd'hui pour aider le patient dans son parcours de soins. Nous avons toutes sortes de plateformes de coordination de parcours qui ont fleuri, notamment à Montpellier. Nous avons, un partenaire qui s'appelle MovinMed, qui a développé une plateforme de coordination de parcours qui nous permet de suivre le patient une fois qu'il est sorti de l'établissement. Nous gardons le lien avec l'établissement, avec le patient, et nous lui assurons une certaine sécurité, un accompagnement. C'est un peu un compagnon, grâce à des échanges téléphoniques, mais également des questionnaires de qualité de vie que le patient va remplir chez lui, et ce qui nous permet d'avoir des alertes et de l'appeler. Signaux faibles éventuellement pour. Oui, et puis nous utilisons dans ce parcours à distance également la téléconsultation, la téléréhabilitation. Enfin, nous organisons autour de ce e-parcours toute la prise en charge. Diane ? Oui, juste pour compléter, en fait, je crois que le métier, si j'emploie un vocable un peu anglo-saxon, c'est le métier de care manager. Et il y a beaucoup la terminologie aussi d'assistance. Et je vois dans les contrats, par exemple, si j'ai une prise en charge hospitalière, je sais que le patient va revenir et donc je peux déclencher ma garantie d'accompagnement, prise en charge vie quotidienne, assistance. Je pense que on a 2 choses quelque part à faire dans ce métier-là, c'est coordonner, organiser, coordonner, et puis décloisonner. Et je pense que il y a des sujets de frontières qu'il faut décloisonner et mieux assembler les pièces de puzzle avec tous nos métiers, parce que je crois qu'on a tous les métiers présents, il faut juste arriver à les assembler et bien les gérer et les mettre à disposition. Alors évidemment, ça peut être aussi au travers des contrats d'assurance. Ouais. William ? De nouveaux métiers, oui. Coordonner, c'est le maître mot. Et aussi former de nouveaux praticiens. C'est le problème, il nous manque d'infirmières, manque d'aides-soignantes, manque de médecins. L'État est en train de changer de politique. Oui, mais ça va prendre du temps. Mais ça va prendre du temps et on sait qu'on va avoir 10 ou 15 ans de difficultés à traverser, et les patients 10 ou 15 ans, vous êtes optimiste. Et les professionnels de santé. Mais voilà, pour rester positif, il faut savoir que les professionnels de santé sont mobilisés pour apporter des solutions. Et donc, ne doutez pas une seconde que les solutions seront trouvées et proposées aux patients. On ne laissera pas les patients sans aide, sans suivi. Voilà. La partie de votre activité qui n'est pas directement thérapeutique, mais qui est justement de trouver des solutions pour les patients, vous l'estimez à combien à peu près ? Pardon ? La partie de votre activité qui n'est pas... Alors, je sais que vous êtes SOS médecin, mais globalement, qui n'est pas directement thérapeutique, mais qui est pour trouver des solutions aux patients, pour lui permettre de rentrer chez lui, de rester chez lui, d'être accompagné, d'être surveillé. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, dans les services d'urgence, ça prend énormément de temps de pouvoir placer les malades qui arrivent. Dans votre pratique, j'imagine qu'il y a aussi tout ce travail. Oui, parce que c'est trouver une orientation au patient, trouver une solution, par exemple pour une prise en charge infirmière à domicile. Oui, mais vous m'aviez dit en plus, quand vous allez chez les gens, ils n'ont pas toujours la possibilité, un appartement d'une taille suffisante pour mettre un lit médicalisé, par exemple. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas... Alors, il y a des difficultés d'adaptation sur place. Ça peut être une limitation à la prise en charge à domicile. Mais on sait que l'idéal, c'est quand même, si on peut, c'est de faire une prise en charge à domicile. Donc il faut tout mettre en œuvre
pour arriver à ce but. Maintenant, si ce n'est pas possible, il faudra trouver d'autres solutions. Alors, allez-y, vite. Oui, effectivement, je pense que dans certains cas, effectivement, le patient peut rester à domicile, dans d'autres, il ne peut pas. Je crois que ce qui est important, c'est d'adapter le parcours de soins qu'on propose aux patients à ses besoins, à sa demande, à ses attentes et à la faisabilité, qui parfois est matérielle. Oui, il faut que le patient soit le centre de la prise en charge et il faut qu'il ait un regard et un droit de parole sur sa prise en charge. Et c'est compliqué actuellement. Alors, il nous reste 6 minutes parce que les questions, vous pourrez les avoir ultérieurement en haut. Là, il y a un petit salon formidable pour répondre aux questions. Mais moi, je voudrais qu'on termine sur quand même l'effet Covid sur le fonctionnement du système de santé. On va peut-être commencer avec vous. William, ça a changé quoi dans votre vie? Beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a vu apparaître la téléconsultation qui s'est développée de façon importante et donc on a traversé des moments très difficiles, que ce soit les patients et les praticiens aussi. Et il y a eu la naissance d'une collaboration. Donc ça, c'est le côté positif du Covid, où le terrain a pu trouver des solutions aux difficultés qu'on traversait. Et il y a eu une solidarité et une interaction entre les hôpitaux, les cliniques, les médecins libéraux, pour trouver des solutions et pour prendre en charge les gens. Et ça, c'est un effet positif du Covid. Il y a eu un changement de mentalité, où il y a eu un décloisonnement souhaité. Marianne, un effet positif du Covid aussi, parce que les effets négatifs, on les connaît trop déjà. Moi, je vais vous donner l'effet positif que nous, on a vécu chez Corian. C'est que du jour au lendemain, on a fermé nos 70 hôpitaux de jour. On a baissé le rideau, puisqu'on n'avait plus le droit de recevoir les gens. Et donc, il a fallu se relever les manches et inventer le HDJ, par exemple, c'est-à-dire l'hôpital de jour digital, pour pouvoir continuer à avoir ce lien avec nos patients, leur prodiguer des soins à distance. Et c'est comme ça qu'on a développé cette digitalisation à une vitesse record. Diane ? Je crois que franchement, sur la téléconsultation, nous, on l'a inventé il y a presque 10 ans maintenant, x2 2020-2021, 200 000 téléconsultations, c'est rentré dans les mœurs. Et je crois aussi qu'il y a autre chose qui est née, c'est toute la dimension, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais toute la dimension aussi autour des risques psychosociaux qui sont apparus de façon très très forte et devenue la première cause. Quand moi j'observe mes statistiques donc tous les mois sur 3 millions de personnes protégées, eh bien, ces risques psychosociaux sont devenus la première cause d'absentéisme en France. Donc je crois que le Covid a révélé aussi beaucoup de choses, des aspects sûrement positifs, mais aussi des choses plus complexes. Alors parlons juste, puisqu'il nous reste encore 3 minutes, justement sur la place de la psychiatrie dans ce parcours de soins idéal. La psychiatrie, c'est quand même le parent pauvre de la médecine, vous le savez tous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le patient atteint de problèmes psychiques, psychologiques soit aussi bien chouchouté que les autres? William? C'est difficile de répondre comme ça, c'est vrai. Alors, ce qui est important, c'est la prise en charge, c'est-à-dire être entouré et suivi. Donc c'est vrai que c'est ce qu'il faut. Il faut le personnel adapté qui soit au contact du patient et qui permette de l'accompagner dans ses difficultés. C'est le manque de personnel, le manque de moyens qui est limitatif actuellement. Mais aussi le manque de reconnaissance de ces maladies qui sont quand même très stigmatisées. Oui, c'est le parent pauvre de la médecine. Ouais. C'est compliqué, mais voilà. Là, il y a des marges de manœuvre, d'amélioration, de prise en charge qui sont très importantes. Ouais. Marianne? Oui, je voulais juste dire qu'il y a quand même un développement, je repense à ce que le docteur Toledano nous a expliqué sur les interventions non médicamenteuses. En psychiatrie, on était très focusé sur la pharmacothérapie et on est passé maintenant à une nouvelle ère qui est de dire la psychothérapie en tout cas doit être associée quasi systématiquement à la pharmacothérapie, c'est-à-dire développons d'autres alternatives, d'autres approches que le médicament pour soigner les troubles psychiques. Et ça se fait notamment en hôpital de jour avec des ateliers, du collectif, de la stimulation et avec des applications digitales qui permettent, là encore, de créer des communautés de patients et de garder le lien avec le patient.
C'est pas encore plus difficile dans le domaine de la psychiatrie de trouver des gens, Alors, des aidants. Oui, enfin parce que c'est des aidants familiaux aussi, mais des personnes capables de tenir la main. Non, parce qu'en fait, en psychiatrie, on fait appel à des professionnels qui peuvent être très variés. Des sophrologues, des professeurs de yoga, des psychologues. Donc on a cette diversité-là, on a une pénurie de psychiatres qui est dramatique, mais il y a toute cette communauté professionnelle, cette interdisciplinarité qui permet de lutter aujourd'hui et de proposer aux patients, notamment en hôpital de jour, je remets une couche à l'hôpital de jour, quelque chose de très intéressant comme accompagnement. Diane ? Moi, je dirais que ce qu'on a développé beaucoup, et ce qui est assez récent, c'est les programmes de prévention. Je pense notamment aux actifs, aux salariés dans l'entreprise, pour sensibiliser. Je crois que le Covid a vraiment fait prendre conscience de ça. Donc de l'argent investi sur ces programmes de prévention, et je pense qu'on n'est qu'au début du chemin. Et puis aussi de l'assistance psychologique aussi à distance au travers finalement de ces plateformes que nous avons développées et qui vont être amenées à se densifier davantage parce que je pense que c'est important d'être là au bon moment, au moins ce premier contact. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit tous les trois. Merci beaucoup Anne. C'était passionnant. Effectivement, pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges et poser des questions, donc vous pouvez retrouver nos invités au niveau de la galerie, donc dans laquelle vous seront également proposés un certain nombre d'animations de la part de nos partenaires, avec aussi un rendez-vous demain très important avec les handichiens. Je sais formidable. Ce rendez-vous demain, est venez voir très ces chiens attendu et ça va travailler. être un grand moment. Voilà. Quant à nous, écoutez, on se retrouve dans quelques minutes donc pour parler de notre sujet. Demain, un médecin à côté de chez moi, point d'interrogation ou pas, c'est ce que nous verrons donc dans le cadre de notre prochain débat. À tout de suite et merci encore à vous.